Un plaisir pour toute l'équipe de réalisation de Ultratech de vous retrouver. Cette semaine encore, nous parlons de l'actualité sur la toile, les innovations. Nous n'oublions pas notre rubrique astuces. On y va. Le Bénin n'entend pas rester en marge du Gaming Cup et de l'e-sport qui constituent les nouveaux Eldorado du numérique en Afrique. C'est pourquoi il accueille dès le 23 avril prochain à Cotonou une compétition dénommée International Africa Gaming Cup. Capable d'accueillir plus de 2000 tournois en ligne par mois, les initiateurs tiennent à organiser ce challenge dans les meilleures conditions au Bénin. La compétition est ouverte à tout le monde. Elle va se dérouler en 3 phases autour de 3 jeux, à savoir le Clash Royale, le Tekken 7 et le Battleground Mobile. Après les phases qualificatives régionales, la finale continentale va se dérouler au Bénin en juillet prochain. Le Play Store change son règlement pour protéger les enfants contre les applications dangereuses. À partir du 11 mai 2022, la politique du Play Store concernant la protection des enfants va changer. À compter de cette date, donc, les développeurs devront s'assurer que leur application est appropriée pour les utilisateurs les plus jeunes. Ce nouveau règlement pourrait rapidement devenir un casse-tête pour ces derniers du fait des législations différentes selon les pays et du délai imposé par le géant du web. Les développeurs ont donc jusqu'au 11 mai pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Certains d'entre eux auront droit à un délai supplémentaire de 30 jours. Et pour finir avec Actu du Net de cette semaine, cette alerte Google Play Store désinstallée très vite. 11 applications Android, elles espionnent des millions d'utilisateurs. Les chercheurs en sécurité informatique d'Absensus, ces experts ont découvert la présence sur le Google Play de 11 applications malveillantes capables notamment d'espionner les utilisateurs à leur insu. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est le nombre de téléchargements que cumulent ces applis, plus de 60 millions, soit autant de victimes potentielles. La liste des applications concernées s'affiche donc à l'instant sur votre écran. Donc, vigilance. La semaine dernière, on a parlé des startups, on a surtout évoqué de quoi il s'agit et surtout comment créer sa startup. Aujourd'hui, je vous propose de parler de comment partir simplement d'une idée pour avoir une start-up et quelles sont les règles de base pour bien développer cette idée et avoir sa start-up. Ce sera toujours avec Anouchka Bonou. Déjà, une start-up, c'est une jeune entreprise innovante. Pour avoir une jeune entreprise innovante, il faut déjà, dans un premier temps, avoir une idée innovante. Cette idée innovante qui va révolutionner le monde ou qui va changer la vie ou améliorer la qualité de vie des personnes ou des personnes ciblées. Et parallèlement, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir également les ressources humaines nécessaires pour réaliser cette idée. Il faut avoir les ressources financières pour réaliser cette idée. Et ce qui est surtout important, il faut être sûr que cette idée répond à un réel besoin et que ce marché existe. Quelles sont les règles de base à respecter pour bien développer cette idée ou son idée et créer sa start-up? Ce que je dirais ou conseillerais dans un premier temps, c'est le temps. Il faut trouver le temps nécessaire pour donner vie à cette idée et développer son projet. Il faut être compétent, il faut être organisé, il faut être discipliné, il faut être déterminé, il faut faire preuve de patience. Parce que la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve facile ou tranquille. C'est une vie jonchée d'imprévus et de surprises, de bonnes comme de pas bonnes. Enfin, pour revenir aux règles de base, en tant qu'entrepreneur, ce que je conseillerais dans un premier temps, c'est le terrain et l'équipe. Le terrain, pourquoi le terrain? Il ne faut pas hésiter à descendre et aller sur le terrain, rencontrer sa cible pour mieux la connaître. Et l'équipe, pourquoi? Il est important
de s'entourer, de se faire entourer de personnes qui partagent la même vision et les mêmes valeurs que nous. Cette équipe nous permettra de déléguer des tâches pour ne pas se retrouver acculés à un moment donné. Cette équipe nous permettra également d'avoir du recul nécessaire face à certaines décisions. On parlera également de la trésorerie, du financement. On a une bonne idée, c'est vrai, mais sans trésorerie, sans financement, cette idée n'est pas viable. Il n'y a pas la pérennité ne peut être assurée. Donc il faut vraiment travailler sur le business model, mettre le temps nécessaire dessus pour assurer la pérennité de son projet. Et enfin, je parlerai de la communication. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la digitalisation, le numérique, la visibilité, il est important, primordial en fait, d'avoir une bonne communauté et faire connaître son projet. Et faire connaître son projet et avoir sa communauté, ça passe par la communication. Et voilà, chers Ultra Love, vous en savez désormais donc un peu plus sur ce mot. N'hésitez donc pas à créer votre start-up. Place maintenant à l'innovation de la semaine. Nous découvrons cette semaine une voiture volante. Cela se passe en Slovaquie. Regardez. S'il relève encore pour le moment de la fiction, le concept de voiture volante pourrait vite devenir une réalité. La compagnie slovaque Klein Vision a réussi le test de son Aircar, une voiture capable de voler. L'engin mi-voiture, mi-avion a réalisé au mois de juin dernier son premier vol interurbain d'une durée de 35 minutes à une altitude de 2500 mètres et à une vitesse de 185 km/h entre l'aéroport de Nitra et Bratislava. Après ces trajets où il a fonctionné comme un avion, le conducteur a appuyé un bouton pour rentrer les ailes et l'hélice, ce qui a transformé l'avion en une voiture classique capable de prendre la route et d'aller à sa destination finale. Cette voiture volante nécessite une piste pour le décollage et l'atterrissage. L'inventeur du véhicule, le professeur Stefan Klein, a indiqué que le nouveau prototype est prêt à dépasser l'étape des concepts. Il faut noter que le chemin vers la commercialisation est encore long. Instant utile. Les touches des claviers des ordinateurs portables, à quoi servent-elles réellement? Pourquoi déjà elles ont été créées et adaptées aux ordinateurs? Ou encore, à quel moment a-t-on pensé ajouter un clavier à un ordinateur? Petit cours d'histoire utile pour vous. Regardez. Remontons à l'époque de l'ancêtre de ton clavier, la machine à écrire. Elles étaient encombrantes, mais leurs touches étaient disposées dans l'ordre de l'alphabet. Les dactylographes professionnels pianotaient si rapidement que souvent les marteaux se croisaient et se bloquaient. Les touches les plus utilisées ont donc été éloignées les unes des autres pour éviter ce problème. C'est ainsi que nous avons obtenu d'autres dispositions comme celle en QWERTY, qui est la plus répandue dans le monde actuellement. Avançons maintenant jusqu'au début de l'ère informatique. Tu ne reconnaîtrais pas les premiers ordinateurs car à l'époque, on utilisait des cartes perforées pour entrer les données. C'étaient des morceaux de carton rigides avec une combinaison de trous qui représentaient des données. Chaque carte ne pouvait contenir qu'une dizaine de mots. Ça signifie que les premiers programmeurs informatiques avaient besoin de tellement de cartes perforées qu'elles ressemblaient à un vrai jeu de cartes. Et toutes devaient être introduites dans le bon ordre, sinon les informations se mélangeaient. Les ordinateurs devenant de plus en plus sophistiqués, les claviers nécessitèrent vite d'autres touches en plus des chiffres et des lettres. Dans les années 80, IBM a suivi une approche scientifique pour créer le clavier parfait. Ils ont organisé un séminaire exprès. Alors on a décidé de doubler les touches les plus utilisées, comme CTRL, ALT et SHIFT, en mettant une de chaque côté du clavier. Comme ça, les utilisateurs pourraient les atteindre avec les deux mains. Ces touches étant fréquemment utilisées de manière combinée, elles ont été placées les unes à côté des autres. On a même ajouté une deuxième touche, Delete et Enter, sur le pavé numérique pour gagner du temps, car le temps, c'est de l'argent. Et tout ceci a finalement donné naissance au clavier de modèle M d'IBM, le plus populaire de tous. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le meilleur clavier pour taper.
Il est connu pour son clic caractéristique et pour la sensation de bien-être qu'il procure. Mais ton coloc n'est pas forcément d'accord sur ce point. Ouvrons-en un pour voir comment ça marche. Sous chaque touche des anciens claviers, il y a un minuscule ressort et un interrupteur. Lorsqu'on appuie dessus, le ressort appuie sur l'interrupteur qui ferme le circuit électrique traversant le clavier. C'est ceci qui envoie le bon signal au PC. Un petit cours d'histoire sur le clavier. Je suis sûre que vous avez certainement retenu quelque chose. Et c'est déjà fini pour le compte de cette semaine. Merci pour votre fidélité à Ultratech. À bientôt.